période, on va dire, en rythme de croisière. Alors, on va commencer par parler de tout ce qui concerne l'acompte de passe. Donc l'acompte de passe, c'est sur les revenus des indépendants, c'est sur les gérants TNS, par exemple, les revenus fonciers. Donc le paiement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va se faire mensuellement le 15 de chaque mois. Donc le premier en 15 janvier, avec éventuellement une option trimestrielle. Alors bon, je sais pas s'il y a beaucoup qui vont faire l'option. Hein. Vous aviez jusqu'au 1er novembre, éventuellement 1er octobre, pardon, pour le faire. Vous pourrez refaire cette option éventuellement. Et important, il y a un seul versement qui est fait au niveau du foyer fiscal. C'est-à-dire que vous avez différents types de revenus qui sont soumis à l'acompte de passe. Des revenus fonciers, pour les gérants TNS, mais il n'y aura qu'un seul prélèvement. Alors attention, forcément, vous êtes des privilégiés parce que vous êtes informés, mais si vous étiez en acompte trimestriel, vous pourriez avoir une surprise, enfin les contribuables vont avoir une surprise, c'est qu'ils vont avoir des prélèvements dès le 15 janvier, ce qui n'était pas habituel. Donc attention à l'approvisionnement des comptes bancaires sur le 15 janvier, quoi. Potentiellement. C'est surtout pour les gérants et ceux qui ont des revenus fonciers, par exemple. Il y a une petite particularité, oui, c'est curieux, mais bon, c'est favorable aux contribuables. Pour ceux qui ont des revenus de travailleurs indépendants, ils peuvent demander de report d'échéance. Donc c'est possible, c'est de droit c'est accordé. Donc on peut reporter 3 échéances mensuelles ou une échéance trimestrielle. Par contre, on ne peut pas la reporter au-delà de l'année de paiement prévu. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous pouvez le faire, mais en fin d'année, de toute façon, il faudra que vous payiez la totalité de ce qui est prévu. Donc ça peut donner un petit peu de souplesse. C'est toujours bon à prendre. De la même façon qu'il y a des acomptes de passe qui seront payés, eh bien, il y aura des acomptes de prélèvements sociaux, donc qui sont assis sur les revenus qui sont soumis aux prélèvements sociaux, donc revenus fonciers, c'est les mêmes qu'on a vus tout à l'heure. Là encore, ça sera un seul prélèvement, c'est-à-dire que le prélèvement de janvier, il inclura l'acompte de passe, si vous avez des revenus fonciers, donc il y a l'impôt, le passe sur vos revenus fonciers, plus un acompte de prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers. Même principe. Et c'est bien, normalement, vous en avez peut-être tous conscience ou pas d'ailleurs, vous avez donné à l'administration fiscale, c'était obligatoire dès l'imposition des revenus 2016, un compte bancaire. Donc l'administration fiscale a ce compte bancaire en référence et sur ce compte qu'elle va prélever. Vous pouvez le changer, vous allez sur votre compte, le modifier, mais il faut faire attention à ça. Les crédits et réductions d'impôts, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le dispositif qui est pérenne. En fait, les crédits et réductions d'impôts, à la différence de l'impôt lui-même, on a dit qu'il était contemporain, en quelque sorte, il y aura toujours un décalage dans l'imputation des crédits d'impôt et réductions d'impôts. C'est-à-dire que là, les dépenses que vous avez engagées en 2018 vous donneront droit à des crédits d'impôt. Il n'y a pas d'année blanche en termes de crédits d'impôt. L'année 2018, vous aurez des crédits d'impôt sur les dépenses que vous avez faites. Mais ça sera imputé avec décalage qu'au moment du calcul de l'impôt final, l'année suivante. Alors effectivement, on a vu tout à l'heure que comme le taux du PAS, il ne tient pas compte des crédits d'impôt, ça commençait un petit peu à grogner quand même, parce que autrement, vous auriez fait une avance de trésorerie à l'État. Pour éviter effectivement cette avance de trésorerie, et c'est pas vieux parce que initialement c'était 30% qui devait être versé au mois de février. Finalement, ils ont décidé en fait de verser au 15 janvier. Donc ça va arriver si vous avez ces crédits d'impôt là. Alors en fait leur référence ça va être 2017 puisque pour l'instant ils connaissent pas vos crédits d'impôt en 2018. Donc si vous avez eu des crédits d'impôt de ce type-là en 2017, salarié à domicile notamment, l'investissement locatif est aussi concerné. Il y a beaucoup de contribuables qui ont des déductions pour l'investissement locatif. Donc au 15 janvier, vous aurez 60% des crédits d'impôt que vous avez au titre de 2017 sur ce type de crédit d'impôt. Avec un mécanisme après de solde sur l'année en juillet. Normalement, à quelle date, j'en sais rien. Parce que donc typiquement là, vous allez avoir au 15 janvier 2019 donc un acompte de crédit d'impôt de 60% des crédits que vous aviez en 2017. Et en juillet 2019, vous aurez déclaré vos revenus 2018.
Donc vous aurez indiqué toutes vos dépenses qui donnent droit au crédit d'impôt sur vos revenus 2018. Et donc vous pouvez sauver le solde de vos crédits d'impôt 2018 par différence avec les 60% qui vous ont été versés au 15 janvier. Alors, si on se concentre sur le chef de donc entreprise qui prélève, qui donc effectue la retenue donc à la source sur les salaires de ses employés, juste sur son rôle, que donc on soit bien clair, son rôle se circonscrit à cela, c'est-à-dire il reçoit le taux donc du PAS via des flux entrants de DSN, il l'applique sur le bulletin de salaire et il le reverse à la DGFiP. Voilà, et non, mais c'est donc important parce que l'on pourra parler en fait après de l'aspect com en fait interne et de ne pas se substituer à l'administration fiscale. Donc voilà, il faut trouver un fil assez ténu à donner donc de l'information, mais pas trop. Voilà. Alors sur le fait de donc appliquer donc le taux transmis. Voilà, je viens justement donc le mettre. Si donc le salarié n'est pas d'accord avec le taux transmis, il ne se retourne pas vers vous ou il le fait, mais vous le renvoyez vers la DGFiP. Vous appliquez donc ce taux transmis sur le salaire net en fait imposable et vous retenez ce PAS sur le salaire net en fait à verser sur le bulletin de salaire. Vous déclarez donc les montants prélevés via la DSN chaque mois. Et ensuite, vous le reversez à la DGFiP, pareil, via donc la DSN. Alors, sur le bulletin de paye, pour faire rapide, il va y avoir un changement donc de présentation avec des mentions en fait obligatoires qui sont donc logiques. Il faudra mentionner le revenu net avant PAS, ou le revenu donc à verser donc avant PAS, le taux du PAS, la nature du taux du PAS, taux neutre, taux personnalisé ou taux donc individualisé, le montant du PAS effectué et le montant du revenu net à verser après PAS. Ne vous trompez pas de ligne à verser. Hein. Voilà. Non mais nous on a fait donc la simulation sur les bulletins. Et le montant net à verser avant PAS est plus gros que le montant net à verser après PAS. Donc ne vous trompez pas, utilisez bien donc les virements SEPA et voilà. Alors comment vous allez recevoir le taux c'est à travers un flux entrant de la DSN. Vous allez recevoir un CRM, un compte rendu métier, qui va donner le taux de chaque personne. Ils vont recevoir le flux sortant donc de la DSN et dans un délai donc de 5 jours, ils vous renvoient en fonction des informations du NIR du salarié, etc. son taux de PAS. Voilà, donc vous allez recevoir le même mois que le taux, que donc votre renvoi. Dans ce flux entrant, vous aurez des identifications propres donc aux salariés, le taux donc de prélèvement. La nature donc du taux et le cas échéant s'il y a des anomalies. Voilà. La durée de validité donc du taux est de 2 mois jusqu'à la fin du 2e mois qui suit sa mise à disposition. Typiquement, vous recevez un taux en janvier 2019. Il est valable jusqu'à fin mars 2019. C'est une marge de manœuvre donnée donc aux employeurs si pour X raison ils ne disposaient pas du dernier taux. Ils peuvent donc utiliser donc le précédent dans une limite de 2 mois. Je vais voir tous les cas particuliers. Le cas particulier donc du jeune qui n'a pas de déclaration donc de revenus préalable, qui était rattaché donc au foyer fiscal de ses parents, donc l'on applique le taux neutre. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, bon là il y a donc un exemple, mais je ne sais pas si ça vous apporte beaucoup. Le deuxième point, le cas des nouveaux entrants, des nouveaux embauchés, vous n'avez pas transmis de flux sortant de DSN, donc vous ne disposez pas de son taux de PAS. De la même manière, vous appliquez donc le taux neutre. Il y a une exception, une dérogation, donc une option
possible, vous pourrez, mais donc aller chercher le taux, ou nous, hein, si donc vous externalisez la paye, aller chercher donc le taux sur un site qui est dédié pour connaître le taux personnel, enfin donc le taux donc de passe du salarié. Alors, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Le site sera accessible à compter de décembre 2018 et a priori, il y aurait une limite de nombre de connexions. Donc voilà, donc l'on attend de voir comment ça va se passer, qui est très élevé, mais on ne sait pas quel est le champ de ce montant, enfin de ce nombre. Voilà. Du coup, c'est donc une option. Alors dans un idéal, il faudra mieux le faire. C'est donc non. Donc les textes sont donc clairs sur le sujet. Ouais. Alors après, dans les faits, oui, dans les faits, si ce process fonctionne bien, oui, vous avez en fait intérêt à aller chercher donc le taux de passe donc du salarié, parce que donc une application d'un taux neutre n'est pas toujours neutre pour le contribuable. Alors, le cas particulier des contrats courts, un CDD jusqu'à 2 mois, un CDD donc à terme précis ou à terme donc imprécis avec une durée donc à minima donc inférieure ou égale à 2 mois. Sachant que la durée donc de 2 mois s'apprécie de date à date et par contrat. Voilà. Et dès lors que vous ne disposez pas de son taux personnalisé. De son taux de passe, pardon. C'est-à-dire que si vous avez eu quelqu'un qui est rentré donc en CDD en juillet-août, il rentrera à nouveau donc en octobre. Son taux de passe transmis en août est toujours donc applicable. Donc vous pouvez toujours voilà. Mais voilà, du coup dans ce cas-là, on applique l'on applique le taux neutre lors des 2 premiers mois, mais après un abattement qui est donc égal à la moitié donc du SMIC. Donc on est sur un montant de 750 € en 2018 sur le SMIC de 2018, et ce quelle que soit la durée du contrat. C'est-à-dire que l'assiette du pass, c'est son net imposable moins les 750 €. Que ça soit un CDD de 2 jours, un temps partiel à 10 heures par semaine, on applique cet abattement de 750 € qui est un forfait. En fait, voilà. Du coup, pour les CDD courts, il y a de très fortes chances que l'assiette du pass soit nulle. Ensuite, le cas particulier des IJSS. Vous savez que lorsqu'un salarié est donc malade, vous avez la possibilité de faire une avance des IJSS pour lui, que vous percevez ensuite par donc la Sécu. Lorsque c'est le cas, vous allez donc appliquer donc le pass sur ces IJSS pendant une durée de 2 mois, et seulement pendant cette durée donc de 2 mois. Que je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que les IJSS, quelles qu'elles soient, de maladie, accident de travail, de maternité, et même les IJ de prévoyance, sont assujettis donc à l'impôt, sont donc imposables. Sauf un cas particulier pour les IJSS, si la personne se trouve dans une affectation de longue durée. Et ça, vous ne pouvez pas donc le savoir. Ce que l'on sait, c'est qu'un arrêt jusqu'à 60 jours ne peut pas être dans le cadre d'une affectation de longue durée. Voilà, donc ils ont tranché. Vous appliquez donc le pass sur les IJSS que vous avancez dans une durée de 60 jours au maximum. Ensuite, l'autre point, alors là c'est un petit détail technique. Aujourd'hui, les IJSS sont soumis à l'impôt. Pour autant, sur la fiche de paye, on ne le mentionne pas dans le net imposable. Tout simplement parce que la Sécu informe la DGFiP de son côté et déclare donc le revenu, qu'il n'y ait pas une double déclaration. Ça sera toujours le cas. Voilà. Qui vont être soumis donc au pass, mais qui ne vont pas rentrer dans le net imposable sur le bulletin de salaire. Est-ce que c'est clair? Ok. Du coup, ensuite, les cas particuliers des stagiaires et des apprentis, c'est plutôt simple. Ils bénéficient d'une exonération fiscale, donc impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal au SMIC annuel, donc dans la limite de 17 982 €
donc en 2018, pardon. Et du coup, il n'y aura pas donc de passe dans la limite de ce montant parce que ce n'est pas donc imposable. En sachant qu'on s'intéresse seulement à la situation du stagiaire ou de l'apprenti au sein de l'entreprise. Vous n'avez pas à rechercher si par ailleurs il a effectué d'autres stages et qui dépassent donc le plafond en cumulant. Voilà, vous ne vous intéressez que donc au contrat et ce plafond s'applique en fait au contrat. En sachant que bien sûr les revenus donc au-delà seront soumis au PASS. Pour moi, ça ne rentre pas dans ce cas donc particulier. Donc c'est donc on le traite comme un CDD. Et comme un contrat de pro, c'est toujours plus de 2 mois, vous avez très forte chance de donc appliquer le taux neutre. Alors, le cas particulier des entreprises en difficulté, alors là, c'est une réponse ministérielle qui date de septembre, qui pose question. Voilà, ils sont venus préciser que si l'entreprise a déjà en fait donc effectué donc les revenus sur salaire, les salariés seront considérés comme ayant payé donc la part d'impôt sur le revenu, et que à défaut de reversement de l'entreprise en difficulté ou de reversement partiel, il ne sera pas en fait embêté, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui reste redevable des sommes, ce qui paraissait donc logique. Et là, c'est le point qui pose plus question puisqu'ils ont prévu le cas où l'entreprise ne fait pas donc de retenue donc à la source, alors que c'est une obligation. Donc ça pose question. Et du coup, c'est le salarié qui reste redevable de l'impôt. Voilà. En cas de procédure collective, le PASS rentre maintenant dans la garantie des AGS. Voilà. Donc au même titre des cotisations. On se pose la question quant au taux. Voilà. Le cas particulier des activités. Le premier cas, quelqu'un qui dispose de plusieurs contrats de travail auprès de plusieurs entreprises, il ne devrait pas donc y avoir d'incidence, puisque chaque employeur va percevoir le taux du PASS du salarié qu'il applique à son contrat et donc à son salaire. Dans le cas de cumul d'une activité de salarié donc indépendant, on ne modifie pas le taux donc de la retenue et le PASS tel qu'on l'a vu prend deux formes, une retenue donc à la source sur le salaire et un acompte sur son activité de travailleur en fait indépendant. Si c'est une même personne qui donc cumule les deux activités. Voilà. Est-ce que vous reversez il va falloir donc identifier un compte bancaire en tant que donc employeur, et pour ceux pour qui donc on fait la paye, on vous informera donc au préalable et on vous accompagnera sur le site impôt.gouv de la même façon, sur lequel sera prélevé donc le PASS. Voilà. Alors cela se fait via la DSN, donc le 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 donc salariés et le 5 du mois pour donc les autres. Alors il a été dit, parce que donc la DSN, ça c'est la date d'envoi et de prélèvement donc des cotisations donc sociales. Il a été dit, mais j'attends de voir que le télérèglement quant au PASS serait donc effectué 3 jours après. Mais voilà, donc on attend de voir. En sachant que les petites entreprises gardent la possibilité d'un paiement trimestriel, donc les moins de 11, donc au même titre que les charges. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas sans incidence, que ce soit en termes de temps et de communication auprès de ces salariés, mais c'est qu'il y a des sanctions possibles en cas de omission ou de inexactitude. En l'absence de dépôt dans donc les délais, etc. Donc ça n'est pas neutre pour un employeur, contrairement au discours gouvernemental. Du coup, alors là, je vous les présente. Elles ont fait grand bruit donc ces sanctions. Donc il y a eu quelques annonces. Donc j'attends de voir que elles puissent être supprimées pour certaines et notamment le volet pénal. Mais voilà. Donc aujourd'hui,
si il y a une exactitude dans la déclaration et du coup dans donc le paiement, il y a une sanction de 5% avec un minimum de 250 € sur la retenue qui aurait dû être déclarée, etc., etc. Je vous laisserai en prendre connaissance. Donc, un petit peu quand même. Ensuite, le dernier point que je souhaitais donc vous transmettre, c'est que il est prévu une phase de préfiguration possible depuis le mois donc de septembre, c'est-à-dire d'ores et déjà, en fait, on a déjà reçu les taux donc des salariés, donc les taux donc de passe. Alors c'est que moi, c'est via notre outil paye qui est avec un flux entrant donc de DSN. Alors par contre, et ça je vous mets donc en alerte, il y a plusieurs donc salariés, enfin il y a un certain nombre donc de salariés qui n'ont pas de taux. Du coup normalement donc on applique le taux neutre, mais a priori donc en septembre il y aurait quelques erreurs sur cette absence de taux. Voilà. Alors c'est une question de logiciel paye. Vous n'avez pas donc les ressaisir donc à la main. Normalement vous avez accès sur Net Entreprise. Sur Net Entreprise, j'ai rien. Voilà. Quel est votre logiciel paye, Sedge? Je vous avoue que je ne sais pas parce que c'est un flux entrant donc de la DSN. Donc si je pourrais donc vous dire, j'avoue que je ne sais pas puisque nous on y a accès de manière en fait automatique via notre logiciel paye. Je sais que normalement il y a un espace sur Net Entreprise où vous pouvez donc y avoir accès, mais je ne suis jamais allée voir. Je pourrais la regarder et donc vous dire. Par contre, je pense que Sedge devrait être à même de les recueillir. Parce que vous n'allez pas procéder à un transfert ou à une saisie donc des taux. Donc le risque est trop important. Et la quasi-totalité donc des logiciels paye sont prêts. Sauf ceux qui s'arrêtent. Oui, sur ça. Pardon? Non, il faut surtout pas. Ben oui, vous n'allez pas le faire tous les mois. Ben, c'est-à-dire que oui, non, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument que votre outil paye fasse la lecture de ce flux entrant et voilà, je vois pas comment ça peut être autrement. Voilà. Je peux juste finir sur cette phase-là. Je vous conseille de le mettre en place. En sachant que justement c'est une phase test où on va donc identifier sur le bulletin de salaire le taux donc du prélèvement, le montant du pass qui aurait été fait et le montant donc du revenu qui est soumis donc au pass. Et par contre, ne vous précipitez pas. C'est mon point. C'est-à-dire que ça ne sera seulement le taux transmis en octobre qui sera donc applicable en janvier. Donc à mon sens, à partir de octobre ou novembre, il s'agit de rentrer dans cette phase. Mais il ne sert à rien de le faire. Voilà. Et de fait, la durée, oui, il y a un taux donc transmis, mais qui peut donc évoluer donc le cas échéant. Voilà. Alors, ça, c'était sur les conséquences pratiques. Et Philippe va juste finir, justement, pour revenir donc à votre question. On va laisser ça. Enfin, en conclusion, effectivement, vous avez ici le schéma, en fait, de tout le cheminement, en fait, de la réforme, avec qu'est-ce qui va se passer donc aux différentes étapes. Donc vous avez l'année 2018, 2019, 2020. Donc au mois d'avril, vous avez donc effectué votre déclaration d'impôt. Enfin, en avril déjà, vous avez effectué votre déclaration 2017. Vous avez après reçu votre taux de passe au courant de l'été, sûrement. Vous avez notamment l'avez vu sur votre avis d'imposition. Donc là, en octobre, vous aviez la possibilité. Donc vous aviez votre solde d'impôt à payer. Éventuellement, vous aviez l'option à faire. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. En janvier, on commence le prélèvement. Donc soit sur le prélèvement
à la source au niveau des employeurs, soit les acomptes. Et vous allez recevoir les acomptes 60% des crédits d'impôt à ce moment-là. En avril et juin 2019, vous ferez votre déclaration des revenus 2018, comme l'année d'avant. Et à ce moment-là, en septembre, l'administration va mettre à jour le taux de passe, puisque le taux de passe initial qui sera appliqué ici, ça sera basé sur les revenus 2007. Donc là, ils vont avoir les revenus 2018, donc ils vont mettre à jour le taux de passe qui va être applicable à partir du prélèvement de septembre. On continue. En avril-juin 2020, vous referez votre déclaration 2019. Avec, alors là, la première année, sur cette déclaration, il faudra sans doute être vigilant, puisqu'il y aura un montant pré-rempli du pass qui aura été collecté, qui a été versé. Donc là, on verra. Et donc, en fonction de ce qui aurait été, soit on a trop versé, soit pas assez, et donc il y aura restitution ou paiement, avec, effectivement, s'il y a restitution, a priori, c'est donc à l'été 2020, et un solde qui sera à payer de septembre à décembre 2020. Voilà. On reçoit des loyers mensuels. À quel moment et comment on les déclare et on paye du coup le pass? Alors, les revenus fonciers. Donc, si vous avez eu déjà des revenus fonciers en 2017, vous commencerez à payer du pass sous forme d'acompte de pass en janvier 2019 sur la base de vos revenus 2017. Mais ce sera prélevé automatiquement, il n'y a pas Ça sera prélevé automatiquement puisque c'est c'est un système d'acompte de pass. Donc ça sera prélevé sur votre compte bancaire directement. Ça, c'est si vous avez eu des revenus fonciers en 2017. Évidemment, si vous en aviez pas eu, que vous aviez commencé, ça ne pourrait commencer qu'avec un an de décalage. Mais autrement, le rythme de croisière, c'est prélèvement sur votre compte bancaire. Pour les déclarations d'impôt sur le revenu ou foncier, et en 2019, il y aura une case don exceptionnel qui existera pour le contribuable. Alors c'est effectivement, puisqu'on a vu que les revenus 2018, la particularité, c'est que faudra qu'ils soient éclatés entre des revenus entre guillemets normaux et des revenus exceptionnels. Donc ce qu'on peut imaginer, alors moi la déclaration de revenus on l'a pas encore, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aura des cases spécifiques où on aura, enfin je pense que les contribuables, ils auront une case pour déclarer le revenu total, et puis en dessous il y aura une case dont revenu exceptionnel. Donc ça pourrait être valable pour ça peut être des salaires, ça peut être ça va être des salaires, ça va être des revenus fonciers. Ce qu'on peut penser, si vous avez en tête le schéma, c'est que pour les revenus des indépendants et pour les revenus des dirigeants, on peut penser que l'administration fiscale pourra faire le calcul automatiquement puisqu'elle a la référence, puisque c'est les 3 dernières années. Après, je sais pas comment ça va se passer pratiquement. Je sais pas encore, mais on peut penser que ça sera comme ça. Alors, la première concerne les crédits d'impôt. Dans le cas où une famille se retrouve avec plus de crédits d'impôt, normalement parce que sa situation a changé, les enfants ont grandi, etc. Oui. Et vous avez dit que le premier acompte était versé sur les crédits d'impôt, sur la base des crédits d'impôt de 2017. Oui. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire... Comment on informe l'administration dans ce cas-là qu'il y a eu un changement, qu'il n'y a plus de crédit d'impôt écoutez, pour l'instant, de ce que j'ai vu dans l'application des textes, j'ai pas vu ce cas de figure. Vous avez raison. Non, mais je veux dire, le cas de figure du traitement, le cas de figure, il existe forcément. Je n'ai pas vu dans les procédures d'information, parce que typiquement, effectivement, vous pourriez avoir quelqu'un qui a bénéficié de crédit d'impôt en 2017... donc qui aurait des acomptes là qui vont tomber au 15 janvier et qui pourraient ne pas en avoir en 2018. C'est ça. Au niveau du mécanisme aujourd'hui, aujourd'hui, il faut savoir que je pense que le mécanisme d'interaction sur le site impôt.gouv, je pense pas qu'il fonctionne. Enfin, je sais pas. Mais le seul moyen, effectivement, c'est d'informer l'administration sur une modulation à la hausse, à la baisse, c'est ce que j'imagine. Maintenant, c'est pas un cas de figure que j'ai vu, qui est prévu, on va dire, qui est précisément décrit. C'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas vu dans les textes, c'est-à-dire, vous devez, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas d'obligation, par exemple, c'est pas marqué, vous devez déclarer si vous allez avoir besoin de plus de crédit d'impôt. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, vous allez percevoir une avance sur crédit que vous n'allez pas avoir. Voilà. Donc avec un risque de reversement. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, non, mais exactement, vous avez bien perçu là, il y a un vide, enfin, dans ce que j'ai vu, pour l'instant, il y a un vide, on ne sait pas trop comment on va procéder. Parce que, dans votre cas de figure, ils vont verser de toute façon les crédits d'impôt. Hein.
Et donc, j'avais une deuxième, troisième question qui vont ensemble. La déclaration de revenus de 2018. Donc, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé de texte ou autre. Jusqu'à présent, la déclaration de revenus, elle est pré-remplie avec les revenus qui ont été déclarés par l'employeur. Je parle des revenus salariaux. Donc, se posait pas la question des revenus exceptionnels, des primes, etc. Donc là, finalement, le contribuable va se trouver dans une situation où il va devoir décortiquer ce qui a été... C'est-à-dire que le contribuable, s'il n'a pas conscience qu'il y a cette réforme, il va rien faire, il va pas déclarer, enfin, il va rien indiquer, donc il ne déclarera pas de revenus exceptionnels. Oui. À l'inverse, dans le but, il peut penser, par exemple, une exception, soit exceptionnelle, il va payer un impôt. Oui, bien sûr. Non, mais alors je ne sais pas s'il y aura une communication particulière. Il faut savoir que pardon. Non, on a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation d'information. C'est important parce qu'autrement, on pourrait si vous avez une obligation, ça veut dire qu'on pourrait vous mettre des pénalités en disant. Alors je sais pas, Estelle, de ton point de vue. Moi, je pense qu'il faut que vous les informiez, que vous les communiquiez, enfin que vous communiquiez sur le sujet. Ne serait-ce que pour les rassurer, ça va bien être sur la fiche de paye que vous leur transmettez, que donc va être prélevé. Vous pouvez pas vous dédouaner donc de cela. Voilà, c'est donc un avis personnel. Je pense même, je conseille souvent donc les RH de communiquer à raison de 1 fois par mois, à compter donc de septembre. Donc il y avait en trouvant donc un prétexte, il y avait donc en septembre la communication flash sur le choix donc du taux avant le 15. Il y a des kits faits par le gouvernement assez bien faits. Voilà, en termes de communication, ils sont plutôt bons. Donc, il sert à rien de réinventer donc les choses. Et puis, je vous invite à faire la phase de préfiguration et de leur donner donc les grandes lignes sur cette notion de revenu en fait exceptionnel. Ne serait-ce que pour que vous soyez pas en fait harcelés de questions, que vous puissiez à cette occasion bien cadrer le rôle de chacun. Voilà. Donc, je vous invite en fait à communiquer. Donc voilà, c'était l'objet de ma troisième question. C'était justement où placer le curseur. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être assez précis dans l'information transmise, mais pour autant en profiter pour rappeler le rôle donc de chacun, et donc en leur disant que cette communication donc interne est faite non pas de manière en fait obligatoire, mais pour les accompagner et leur faciliter donc la vie, et que cela s'arrête là, et que pour toute autre question, ils se rapprochent de la DGFiP. Voilà. Si vous gardez pas la main sur cette communication, à mon sens, vous allez être harcelé de questions. Voilà. C'était tout. Il y a le point sur les allocations de chômage. Oui. Parce que vous avez parlé des pensions de retraite, des salaires. Et je pense qu'il est intéressant aussi ici de préciser le sort des allocations chômage et qui est l'organisme collecteur du PASS, si tant est qu'il y a un PASS calculé sur les allocations chômage. C'est un revenu qui est dans le champ et donc le PASS devrait être appliqué sous forme de retenue donc à la source par le Pôle emploi donc de la même manière que donc un employeur. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de voilà. C'est un revenu qui est dans la catégorie des salaires. Ce sont donc les mêmes règles. Enfin, après, voilà. Le Pôle emploi va avoir parce qu'il va pas y avoir des problématiques. Alors, si vous me posez donc la question s'ils sont prêts pour la retenue à la source, je ne sais pas. Auquel cas, on peut demander à la modulation du taux de passe, parce que forcément, il y a une baisse de revenus. Donc, imaginer que le taux de passe. Ça peut être donc un cas de demande de modulation. On sait qu'on va avoir une baisse de revenus. On peut demander, c'est un des cas de figure, effectivement. Ce que l'on ne maîtrise pas dans ce cas-là, c'est quelles sont les pièces à donc apporter et quel est le délai de traitement. Enfin voilà, donc ouais. Et une dernière précision, si j'ai bien compris, toute augmentation de salaire effectuée en 2018 est
échappe donc Oui. à l'imposition. Oui, on rentre dans le revenu normal qui ouvre droit donc au CMR. Je vous le confirme. Mais on parle de donc augmentation de salaire, donc de base et voilà. Donc oui.